Je n'arrêtais pas de me dire que c'était le vent. C'est ce que j'ai dit lors de l'enquête, ce que j'ai écrit dans le rapport d'incident, ce que j'ai raconté au Conway Daily Sun quand ils m'ont interviewé 3 semaines plus tard, mes doigts gelés encore enveloppés dans de la gaze. Mais quand je ferme les yeux la nuit, quand le chauffage se met en route et fait vibrer la grille d'aération de mon appartement, je me retrouve dans ce bivouac, avec les parois en nylon qui se déchirent autour de moi et quelque chose de massif juste au-delà du faisceau de ma lampe frontale mourante. La responsable du groupe de soutien, une ancienne coordinatrice des opérations de recherche et de sauvetage, SAR, nommée Patricia, qui anime ses séances au centre communautaire de North Conway tous les jeudis, dit que je dois assumer mon expérience, que le déni est un mécanisme de survie qui devient une prison. Alors voilà, sans filtre. Le 14 décembre 2023, quelque part sur le versant et du mont Washington, dans des conditions qui auraient dû me tuer, quelque chose qui n'était pas censé exister a lacéré mon abri d'urgence et m'a laissé exposé à un blizzard aveuglant avec des températures chutant en dessous de -15 degrés. J'ai survécu en faisant quelque chose qu'on n'apprend dans aucun manuel, quelque chose que mon grand-père m'avait montré une fois quand j'étais gamin et que je n'aurais jamais pensé utiliser. Je me suis enterré dans la neige et j'ai attendu le soleil. Ce que je n'ai pas signalé, ce que j'ai omis de chaque déclaration officielle, c'est que je l'ai vu. Pas clairement, pas assez pour avoir une preuve, mais assez pour que j'arrête le camping d'hiver en solitaire, assez pour que je demande une mutation à l'entretien des sentiers et que je refuse une promotion qui m'aurait maintenu dans les patrouilles en zone isolée. Dans l'histoire qui a été publiée, les dommages à l'abri ont été attribués à des vents extrêmes. Le superviseur de district a validé. Ma demande de matériel pour un nouveau bivouac a été approuvée sans question. Mais Patricia m'a demandé la semaine dernière ce qui s'était vraiment passé, et je lui ai dit que je n'étais pas prêt. Elle a dit que je devrais l'écrire, que la documentation aide à traiter le traumatisme. Je ne l'écris pas. Je le dis ici à vous, les 7 personnes assises sur des chaises pliantes qui me croyaient probablement fou, parce que si je ne le dis pas à voix haute, je vais continuer à prétendre que c'était le vent. Et cette prétention me ronge de l'intérieur. Quelque chose a tourné autour de ma position pendant 40 minutes avant d'attaquer. Quelque chose qui marchait debout, mesurait près de 9 pieds de haut et sentait la viande avariée, le chien mouillé et autre chose que je ne peux pas décrire. Et quand il a eu fini de détruire mon abri, quand j'étais recroquevillé dans un trou de neige, ma température corporelle chutant et ma vision devenant tubulaire, je l'ai entendu vocaliser. Pas un cri, pas un hurlement. Quelque chose entre un grognement et une toux qui venait d'une cage thoracique de la taille d'un fût de bière. C'est ce son que j'entends quand le chauffage se met en route. Laissez-moi revenir au début, là où ça a vraiment commencé, parce que l'attaque n'était pas le premier signe et j'ai ignoré chaque avertissement qui l'a précédé. J'ai accepté la mission le 11 décembre. Le ranger de district m'a appelé à 6 heures du matin pour me dire qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour vérifier l'état des refuges de Tuckerman Ravine avant une importante tempête hivernale prévue sur les White Mountains à partir du 13. Ça faisait 6 ans que j'étais au Forest Service à ce moment-là, dont 4 affectés aux patrouilles d'hiver dans la Presidential Range. Je connaissais le terrain, les protocoles. Je savais interpréter les bulletins météo et quand annuler une mission. Les prévisions étaient de sérieuses mais gérables pour un opérateur solo expérimenté avec l'équipement adéquat et un programme de contact radio détaillé. Mon travail consistait à évaluer l'accumulation de neige autour des refuges de haute altitude, à documenter tout dommage structurel causé par les tempêtes de début de saison et à vérifier que les caches de ravitaillement d'urgence étaient intactes. Protocole standard pré-blizzard. J'ai enregistré mon plan de route auprès de la régulation à 7h30. Départ du sentier de Pinkham Notch jusqu'au refuge de Hermit Lake via le sentier de Tuckerman Ravine, environ 4 miles avec 2500 pieds de dénivelé positif. Établissement d'un bivouac dans la zone de Harvard Cabin, évaluation complète des refuges le 12, descente le 13 avant l'arrivée du front de la tempête.
Programme de contact radio toutes les 6 heures sur le canal VHF 16. Balise de détresse activée. Messager satellite chargé et testé. J'ai conduit mon camion personnel, un Tacoma de 2018, jusqu'au centre d'accueil de Pinkham Notch et je me suis garé sur le parking de nuit à 8h15. Le ciel était couvert mais stable. La température était de 19 degrés. Vent calme. J'ai mis mon sac sur les épaules, 70 livres avec le matériel de bivouac d'hiver, et j'ai commencé à monter le sentier à 8h43. La première anomalie s'est produite à moins d'1 mile. J'ai remarqué des traces traversant le sentier qui ne correspondaient à rien que je connaisse. Trop grande pour un cerf, pas le bon motif pour un orignal, certainement pas un ours car les ours ne se déplacent pas en hiver dans la neige profonde comme ça, et ne marchent certainement pas debout avec une démarche bipède qui laissait des empreintes espacées de 4 pieds et demi. Je me suis arrêté et je les ai photographiées avec mon téléphone. Les empreintes mesuraient 18 pouces de long, peut-être 7 pouces de large au niveau de la plante, avec 5 impressions d'orteils distinctes et ce qui semblait être une voûte plantaire prononcée. Elle descendait de la ligne de crête à l'est, traversait le sentier perpendiculairement et continuait vers le nord-ouest en direction du bassin versant de la Cutler River. J'ai pris 6 photos sous différents angles. J'ai pris une note dans mon carnet de terrain avec les coordonnées GPS et j'ai continué ma route. Dans ma tête, je mettais déjà ça sur le compte d'une piste de lièvre d'Amérique qui avait partiellement fondu et regelé en formant un motif étrange. Ou peut-être une farce. Même si l'idée que quelqu'un vienne marcher ici en décembre pour fabriquer de fausses empreintes de Bigfoot me paraissait tirée par les cheveux. Je me suis dit que ce n'était rien. C'était la première fois que je me disais que ce n'était rien. À 10 heures, j'avais atteint la limite des arbres et le vent se levait, avec des rafales à peut-être 20 nœuds du nord-ouest. Le sentier de Tuckerman Ravine est exposé au-dessus de 3000 pieds, et je pouvais voir le plafond nuageux descendre vite. J'ai traversé la végétation alpine, et j'ai atteint Hermit Lake à 11h45. Les refuges étaient en grande partie ensevelis sous la neige accumulée. J'ai passé 2 heures à dégager les accès à la pelle et à vérifier l'intégrité structurelle, documentant tout avec des photos et des notes. Tout était en ordre, cache de ravitaillement intacte, pas de dommages évidents. J'ai contacté la régulation par radio à midi et j'ai signalé un statut vert, position confirmée, en route vers le site de bivouac près de Harvard Cabin. La régulation a accusé réception et m'a rappelé de faire mon prochain point à 18h. Le front de la tempête s'accélérait, prévu pour arriver tôt le matin du 13 au lieu de la mi-journée. Il me restait peut-être 18 heures de temps stable. J'ai trouvé un emplacement abrité du côté sous le vent d'un affleurement rocheux à environ 200 yards au sud-est de Harvard Cabin. J'ai gratté jusqu'au sol nu et j'ai monté ma tente de bivouac 4 saisons. C'est un abri monoplace de type cercueil, en nylon de qualité militaire avec une armature en aluminium, conçu pour résister à du -40 avec un système de couchage approprié. Je l'ai arrimé avec des ancrages à neige, j'ai construit un mur par-vent avec des blocs de neige tassés et j'ai organisé mon matériel à l'intérieur vers 19h. Sac de couchage, matelas gonflable, réchaud, combustible, ration d'urgence, filtration d'eau, trousse de premier secours, pile de rechange, lampe frontale de secours, montre GPS, téléphone dans un étui étanche, spray anti-ours même si je ne m'attendais pas à en avoir besoin en décembre, et ma radio de service. Tout était conforme à la liste, tout en double. J'ai chauffé de l'eau pour un repas déshydraté et j'ai mangé à l'intérieur du bivouac tandis que le vent se mettait à gémir à travers les rochers au-dessus de moi. À 18h, j'ai contacté la régulation. Statut vert. Météo se dégradant mais gérable. Prévoyait de descendre à 7h le 13, bien avant le pic d'intensité prévu de la tempête. La régulation a accusé réception et a confirmé le prochain contact à minuit.
Je me suis installé dans mon sac de couchage et j'ai écouté le vent. C'est là que j'ai entendu les coups. 3, espacés d'environ 10 secondes. On aurait dit quelqu'un qui frappait un tronc d'arbre avec une grosse branche. Des coups profonds, sonores et délibérés. J'ai ouvert la fermeture éclair du bivouac et j'ai regardé dehors. La visibilité était peut-être de 50 yards dans la lumière du crépuscule. Rien ne bougeait. Les coups venaient de plus haut vers le nord, peut-être à un quart de mile. Je me suis dit que c'était des branches qui cassaient sous le poids de la neige. La contraction thermique qui faisait craquer les arbres, quelque chose de météorologique. J'ai refermé la tente et j'ai essayé de dormir. Les coups se sont répétés à 22 heures. Même schéma. 3 impacts, 10 secondes d'intervalle. J'ai regardé ma montre et j'ai pris une note. Je ne l'ai pas signalé par radio parce que qu'est-ce que j'aurais dit? Que j'entendais des bruits bizarres. Ça fait partie de l'expérience en pleine nature. Le vent fait des choses étranges en montagne. La glace bouge, les arbres craquent. Je le sais, j'ai passé des centaines de nuits dans des conditions hivernales. Mais quelque chose dans l'espacement des coups me semblait anormal, intentionnel, et je suis resté allongé là, dans mon sac de couchage, ma lampe frontale éteinte et ma main sur la bombe de spray anti-ours, en me répétant que ce n'était rien, ce n'était rien, ce n'était rien. Contact radio de minuit. J'ai appelé la régulation, statut vert. Bruit de vent mineur mais abri sécurisé. La régulation a accusé réception. J'ai demandé s'il y avait d'autres unités dans la région. La régulation a confirmé que non. J'étais le seul membre du Forest Service au-dessus de 3000 pieds dans le district. Le poste de ranger était fermé pour la saison. Les refuges de l'AMC étaient bandes fermées. J'étais seul ici. J'ai remercié la régulation et j'ai terminé la communication. J'ai essayé de dormir, mais les coups ont recommencé à 1h15 et cette fois, c'était plus proche, peut-être à 100 yards, et ce n'était pas 3 coups. C'était 7. Puis le silence. Puis 11. Je les ai comptés. Je sais que je les ai comptés parce que j'ai écrit les chiffres dans mon carnet de terrain à la lueur de ma lampe frontale. 7 coups à 1h15, 11 coups à 1h42. Le motif se déplaçait en un cercle approximatif autour de ma position. Je me suis dit que c'était de la glace qui tombait des branches d'arbres. Je me suis dit que c'était la dilatation thermique. Je me suis dit que c'était n'importe quoi sauf ce qu'une partie enfouie de mon cerveau commençait à suspecter. À 2h30, j'ai entendu des pas dans la neige à l'extérieur du bivouac. Lourds, crissants, délibérés. Ils ont fait le tour de la tente une fois dans le sens des aiguilles d'une montre, à environ 10 pieds de distance. Je suis resté complètement immobile, ma lampe frontale à la main et le spray anti-ours décapsulé. Ma respiration si faible que j'entendais les battements de mon cœur dans mes oreilles. Les pas se sont arrêtés juste derrière la tente, en amont de ma tête. J'ai entendu une respiration, lente, profonde et rauque, comme celle de quelque chose avec une infection pulmonaire qui aspirait l'air à travers des tissus endommagés. Puis j'ai senti l'odeur, un mélange de charogne en décomposition et d'odeur animale musquée et quelque chose d'âcre comme de l'ammoniac ou des ordures fermentées. L'odeur était si forte qu'elle me faisait pleurer les yeux à l'intérieur de la tente. Je voulais regarder dehors. Chaque instinct me disait de confirmer la menace, d'identifier l'animal, d'évaluer le danger. Mais un autre instinct, plus ancien et plus profond, me disait de ne pas bouger, de ne pas faire de bruit, de ne pas lui faire savoir que j'étais réveillé. Je suis resté allongé là pendant ce qui m'a semblé 1 heure mais qui n'a probablement duré que 5 minutes, tandis que la respiration continuait et que l'odeur s'intensifiait. Et j'essayais de me souvenir si les ours noirs se déplaçaient parfois en hiver dans le New Hampshire, et si, le cas échéant, ils sentiraient comme ça, respireraient comme ça, et tourneraient autour d'une tente comme ça. La réponse à toutes ces questions était non. La respiration s'est arrêtée. Les pas se sont éloignés, vers le nord-est en remontant la pente vers la ligne de crête. J'ai attendu encore 10 minutes,
Puis j'ai ouvert le bivouac et j'ai regardé dehors avec ma lampe frontale à pleine puissance. Rien, juste de la neige sculptée par le vent, la masse sombre des rochers au-dessus de moi et des épicéas épars courbés sous le poids de la neige. J'ai balayé le faisceau lumineux sur 360 degrés. Aucune trace visible dans la neige durement tassée autour de ma tente, ou du moins aucune que je puisse distinguer dans le noir avec des ombres partout et mes mains tremblant si fort que le faisceau lumineux saccadait comme un stroboscope. J'ai refermé la tente et j'ai regardé ma montre. 3h07. Moins de 4 heures avant de pouvoir justifier de plier bagages et de descendre au crépuscule. J'ai mis une alarme pour 6 heures et j'ai essayé de dormir, mais chaque son extérieur me faisait sursauter. L'alarme n'a jamais sonné car quelque chose m'a réveillé à 5h15 en secouant les rochers au-dessus de mon bivouac. C'était comme un tremblement de terre, une vibration soutenue qui a fait trembler les arceaux de ma tente et a délogé de la neige de l'affleurement au-dessus de ma tête. J'ai attrapé ma lampe frontale et je suis sorti en vitesse de mon sac de couchage, juste au moment où quelque chose de massif heurtait le sol à l'extérieur de la tente, côté nord-est. Quelque chose qui a atterri avec assez de force pour que je le sente à travers le sol de neige tassé. J'ai éteint ma lampe frontale et j'ai écouté. Rien. Pas de respiration. Pas de pas. Juste le vent et mon propre pouloum qui martelait dans ma gorge. J'ai attendu 5 minutes, puis j'ai allumé la lampe frontale à faible intensité et j'ai ouvert la tente. Il y avait un rocher posé dans la neige à 15 pieds de mon bivouac. Il faisait environ 3 pieds de diamètre du granit anguleux et il n'était pas là quand j'ai monté le camp. Il venait de l'affleurement au-dessus de moi, à une bonne trentaine de pieds à la verticale, et le cratère d'impact dans la neige faisait 18 pouces de profondeur. J'ai balayé les rochers avec ma lampe frontale et j'ai vu un vide dans la formation d'où le rocher avait été délogé. Impossible que ce soit le vent, impossible que ce soit naturel. Quelque chose avait arraché une pierre de 300 livres et l'avait laissée tomber, ou l'avait jetée, ou l'avait fait rouler sur ma position. Je suis resté là, dans l'obscurité d'avant l'aube, alors que la neige commençait à tomber et que mon souffle formait un nuage devant mon visage, et j'ai pris une décision. Je descendais, immédiatement, au diable la tempête, au diable le protocole, au diable le programme de contact radio. Je suis retourné dans le bivouac et j'ai commencé à faire mon sac. Sac de couchage rangé, matelas dégonflé, réchaud plié, ration sécurisée. J'allais vite, les mains maladroites à cause de l'adrénaline et du froid quand j'ai entendu la vocalisation. Elle venait directement d'en haut, peut-être à 50 yards. Ça a commencé bas. Un grondement guttural qui a vibré dans ma poitrine, puis s'est monté en quelque chose entre un rugissement et une toux. Un son que je n'avais jamais entendu d'aucun animal que je connaissais. Ça a duré peut-être 3 secondes et ça a résonné sur les rochers. Et quand ça s'est arrêté, le silence qui a suivi semblait plus lourd que le son lui-même. Je me suis figé, mon sac à moitié chargé et ma tente toujours plantée. Et cette odeur m'a de nouveau envahi. Plus forte maintenant, concentrée et nauséabonde. J'ai attrapé le spray anti-ours et j'ai dirigé ma lampe frontale vers le haut de la pente. 2 yeux se sont reflétés à la limite du faisceau lumineux. Ils étaient à peut-être 7 pieds du sol, plus espacés que ceux d'un humain, et ils ne clignaient pas. Ils me fixaient simplement. J'ai tapé sur le faisceau avec ma main pour l'intensifier, et les yeux se sont déplacés vers la gauche, et ont disparu derrière les rochers. J'ai entendu des pas s'éloigner en remontant la pente, lourds et rapides, crissant dans la neige croûtée. Je suis resté là pendant peut-être 30 secondes, le spray anti-ours levé et le doigt sur la gâchette, chaque muscle contracté. Puis j'ai bougé. J'ai replié la tente de bivouac sans la démonter correctement. J'ai juste arraché les piquets et les fourré dans mon sac encore assemblé. Je me fichais de l'organisation, je me fichais de la procédure. J'ai mis le sac sur mes épaules et j'ai commencé à descendre le sentier à 5h43, ma lampe frontale allumée, mon spray anti-ours dans une main et ma radio dans l'autre.
J'ai fait peut-être 200 yards avant de réaliser qu'on me suivait. Je pouvais entendre des pas qui me suivaient parallèlement à travers les arbres à l'est, gardant le même rythme, restant juste en dehors de mon faisceau lumineux. Je me suis arrêté et les pas se sont arrêtés. J'ai repris ma marche, et ils ont repris. J'ai essayé la radio. Régulation de PINCAM, ici Doyle, trafic d'urgence à vous. Des grésillements. J'ai vérifié la fréquence. Correct. J'ai vérifié la batterie. Pleine. J'ai réessayé. Régulation de PINCAM, n'importe quelle station, ici le Ranger Doyle, demandant une extraction immédiate de la zone de Hermit Lake. Vous me recevez? Rien. La radio était morte ou bloquée ou quelque chose interférait avec le signal parce que je n'avais aucune réponse, même pas de porteuse. Je l'ai accroché à mon sac et j'ai continué à avancer. Le sentier qui descend de Hermit Lake est raide et technique en été, pire en hiver. Et je descendais trop vite pour ma sécurité, mais je m'en fichais. J'ai heurté une plaque de verglas à environ 4500 pieds et je suis tombé lourdement sur mon côté gauche. J'ai glissé sur peut-être 15 pieds et j'ai percuté un arbre. L'impact m'a coupé le souffle et je suis resté là, haletant, le visage dans la neige, mon sac de travers et une douleur irradiant dans ma hanche et mes côtes. J'ai de nouveau entendu les pas, plus proches maintenant, descendant la pente derrière moi. Je me suis forcé à me relever et j'ai continué à bouger. Ma jambe gauche me lançait et j'étais presque sûr de m'être fêlé une côte, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Le ciel s'éclaircissait, une fausse aube filtrant à travers les nuages, et la neige tombait plus fort. Je pouvais voir à peut-être 30 pieds dans la lumière grandissante. Je suis descendu à travers la zone de Krumholtz et de nouveau dans les arbres, et les pas sont restés avec moi tout le long du chemin, jamais à moins de 50 yards, jamais à plus de 100. Me suivant comme un loup traquant une proie blessée. À 6000 pieds, j'ai réessayé la radio. Toujours morte. J'ai vérifié mon téléphone. Pas de signal, mais c'était prévisible. J'avais un messager satellite en secours, mais il était enfoui dans mon sac et je n'allais pas m'arrêter pour le chercher. J'ai avancé à travers la forêt dans la neige crépusculaire, la respiration saccadée, la jambe lancinante et cette odeur qui flottait dans l'air autour de moi. Les pas se sont arrêtés vers 3500 pieds. Je ne l'ai pas remarqué tout de suite. J'étais trop concentré à ne pas tomber à nouveau. Mais quand j'ai fait une pause pour ajuster mon sac, j'ai réalisé que la forêt était silencieuse. À l'exception du vent, pas de pas, pas de respiration, rien. Je suis resté là à écouter et à observer, me convainquant lentement que j'avais réussi, que quoi que ce soit qui m'avait suivi avait fait demi-tour, que j'étais en sécurité. J'ai recommencé à bouger. J'ai fait encore un demi-mile avant que le vent ne frappe. Le front de la tempête est arrivé avec 6 heures d'avance. À 7h20, j'étais encore à 2 miles du départ du sentier quand la vitesse du vent est passée de 20 nœuds à probablement 60 en l'espace de 5 minutes. La neige est passée de verticale à horizontale. La visibilité est tombée à 10 pieds. La température a chuté. J'avançais maintenant dans un voile blanc, suivant le sentier au toucher, à la mémoire et grâce aux rares balises délavées quand j'en trouvais une. Ma montre GPS me donnait des coordonnées, mais je ne pouvais pas voir l'écran clairement avec la neige qui me plâtrait le visage. J'ai baissé mes lunettes de protection et j'ai continué à avancer. Ma température corporelle baissait. Je le sentais dans mes doigts, dans mes orteils, dans la façon dont mes pensées devenaient lentes et fragmentées. Je devais descendre sous la limite des arbres, trouver un abri, attendre que le pire de la tempête passe. J'ai réessayé la radio. Toujours rien. J'ai cherché des points de repère et n'ai vu que du blanc. Le sentier disparaissait sous la nouvelle accumulation. Je naviguais à l'estime maintenant, au cap du compas, à la mémoire du terrain et à la pure obstination. À 8 heures, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas atteindre le départ du sentier. La tempête était trop agressive, mon rythme trop lent,
Et si je continuais, j'allais faire une erreur de navigation et finir perdu dans un voile blanc. Je devais bivouaquer immédiatement et attendre que ça passe. J'ai trouvé un groupe d'épicéas aux branches entrelacées qui offrait un certain couvert et j'ai laissé tomber mon sac. Monter le bivouac dans des conditions de blizzard est un cauchemar. Le vent n'arrêtait pas de m'arracher la tente des mains. La neige remplissait mon sac aussi vite que je sortais le matériel. Mes doigts étaient engourdis à l'intérieur de mes gants. J'ai réussi à monter et à arrimer la tente après 15 minutes de lutte. Je me suis glissé à l'intérieur et j'ai commencé à organiser mon équipement. Sac de couchage, matelas, réchaud. Il fallait que je me réchauffe. J'ai allumé le réchaud et fait fondre de la neige pour avoir de l'eau chaude. La batterie de mon téléphone était tombée à 40% à cause du froid. Je l'ai éteint pour économiser l'énergie. Ma radio était toujours morte. J'ai vérifié le messager satellite. Il fonctionnait, mais envoyer un SOS déclencherait une intervention de recherche et de sauvetage complète. Et je n'étais pas sûr d'en être à ce point. J'étais à l'abri. J'avais de la nourriture et du carburant pour 3 jours. J'avais des couches de vêtements et un réchaud qui fonctionnait. La tempête passerait. Je pouvais attendre et descendre quand les conditions s'amélioreraient. C'était l'évaluation rationnelle. Mais mes mains tremblaient encore et je continuais à entendre ses pas dans ma mémoire, à sentir cette puanteur de charogne et à voir ses yeux se refléter dans le faisceau de ma lampe frontale. Et je savais que je me mentais sur ce que j'avais rencontré là-haut. Je me suis forcé à boire de l'eau chaude, à manger une barre de ration et à vérifier mes orteils pour les gelures. Tout fonctionnait, tout selon le manuel. J'ai scellé le bivouac, je me suis installé dans mon sac de couchage et j'ai écouté le vent. La tempête a atteint son apogée vers midi. Je le sais parce que je regardais ma montre toutes les 15 minutes comme si ça pouvait faire passer le temps plus vite. Le vent déferlait à travers la forêt avec un bruit de train de marchandises. La tente de bivouac fléchissait et se tendait contre les piquets mais tenait bon. La neige s'accumulait contre le côté au vent et m'enterrait partiellement, ce qui était en fait une bonne isolation. J'étais au chaud dans mon système de couchage. J'étais en sécurité. Tout allait bien se passer. C'est ce que je n'arrêtais pas de me dire. C'est ce que j'avais besoin de croire. Puis à 12h47, j'ai de nouveau entendu les coups. 3 impacts, 10 secondes d'intervalle, le même schéma que la nuit précédente. Ils venaient de quelque part à l'ouest de ma position, peut-être à 100 yards, à peine audible par-dessus le vent. Je suis resté parfaitement immobile et j'ai écouté. Les coups se sont répétés. 7 cette fois, puis 11, puis quelque chose qui ressemblait à un tronc d'arbre frappé à plusieurs reprises, un martèlement qui a duré peut-être 20 secondes avant de s'arrêter. J'ai regardé ma montre et j'ai pris une note. 12h49, schéma de coups à l'ouest, visibilité nulle. J'ai essayé de me convaincre que c'était des dégâts causés par le vent, des branches qui cassaient, des arbres qui tombaient sous le poids de la neige. Mais le schéma était trop délibéré, trop rythmé, trop clairement intentionnel. À 13h15, quelque chose a heurté le côté de mon bivouac. Ça sonnait comme une pierre ou un bloc de glace, assez lourd pour faire plier la paroi de la tente vers l'intérieur et faire tomber la neige du toit. J'ai attrapé ma lampe frontale, j'ai ouvert l'entrée et j'ai regardé dans le voile blanc. Rien de visible, juste de la neige tourbillonnante, les formes sombres des épicéas autour de moi et le vent qui déchirait la forêt. J'ai refermé la tente et j'ai attendu. Un autre impact, côté nord-est, plus fort cette fois. Puis un autre, sud-ouest, puis nord. Il venait de différentes directions, espacés régulièrement, peut-être à 2 minutes d'intervalle. Quelque chose tournait autour de ma position dans la tempête et me lançait des projectiles. J'ai attrapé le spray anti-ours et je l'ai tenu prêt. Les impacts ont continué. 13h20, 13h23, 13h26, 13h30. Je les ai comptés. 11 au total.
Puis ils se sont arrêtés. J'ai attendu en silence, le pouls martelant, le vent hurlant et mes mains crispées sur la bombe de spray anti-ours. Rien, pas de pas, pas de respiration. La tempête était trop forte pour entendre quoi que ce soit de subtil. J'étais fonctionnellement aveugle et sourd ici. J'ai de nouveau scellé le bivouac et j'ai essayé la radio. Morte. J'ai essayé le messager satellite. Fonctionnel. J'ai tapé un message à la régulation. Bivouac aux coordonnées GPS en raison de la tempête. Plusieurs sons anormaux et possibles rencontres avec la faune. Statut actuellement stable. Ferai le point à 18 heures. J'ai appuyé sur envoyer. Le messager a montré le message en attente de transmission par satellite. J'ai regardé l'indicateur de statut pendant 5 minutes. Il n'est jamais parti. Le signal était bloqué ou retardé ou la tempête interférait. Je l'ai rangé et j'ai essayé de dormir. Je me suis réveillé alors que quelque chose déchirait la paroi de la tente à 17h38. Je connais l'heure exacte parce que je regardais ma montre quand c'est arrivé. Le côté du bivouac s'est fendu de haut en bas avec un bruit de toile déchirée et soudain je regardais la tempête à travers une entaille de 2 pieds dans le nylon. Le vent et la neige se sont engouffrés immédiatement. Je me suis redressé d'un bond et j'ai vu quelque chose de sombre et de massif bouger à l'extérieur. Quelque chose d'assez grand pour que sa silhouette bloque la lumière grise de la tempête. J'ai attrapé ma lampe frontale, je l'ai allumée et le faisceau a capté un aperçu de poils sombres et emmêlés, une épaule plus large que celle de n'importe quel humain et un bras qui semblait trop long. Puis il a disparu, s'éloignant dans le voile blanc avec des pas que je ne pouvais pas entendre par-dessus le vent. La tente était compromise. La déchirure laissait entrer la neige et le vent et je perdais de la chaleur rapidement. J'ai attrapé mon ruban de réparation et j'ai essayé de colmater la déchirure de l'intérieur, mais les bords en nylon battaient, étaient mouillés et le ruban n'adhérait pas correctement. J'ai obtenu une étanchéité partielle, mais elle a cédé en quelques secondes. La température extérieure était probablement de moins 10 degrés. Le refroidissement éolien peut être moins 30. Je ne pouvais pas rester ici. Le bivouac était détruit. Je devais construire un abri d'urgence où j'allais geler avant l'aube. J'ai attrapé mon sac de couchage, mon matelas et mon sursac de bivouac d'urgence et je suis sorti en rampant dans la tempête. La visibilité était peut-être de 5 pieds. J'ai été immédiatement désorienté. Je ne voyais pas le sentier. Je ne voyais pas de point de repère. La montre GPS affichait des coordonnées, mais je n'avais pas la clarté d'esprit pour les traiter. Il me fallait un abri, maintenant. Je me suis souvenu des histoires de mon grand-père en Corée, de la survie en hiver dans des conditions comme celle-ci. Et j'ai pris une décision qui m'a probablement sauvé la vie. J'ai trouvé une congère de neige consolidée contre un arbre tombé, d'environ 4 pieds de profondeur, et j'ai commencé à creuser. J'ai excavé une tranchée parallèle au tronc, assez longue pour contenir mon corps, assez profonde pour me mettre à l'abri du vent. J'ai tapissé le fond avec mon matelas de sol et mon sursac de bivouac d'urgence. Je me suis glissé à l'intérieur avec mon sac de couchage et mon sac à dos, et j'ai utilisé la neige excavée pour combler l'ouverture au-dessus de moi, en laissant un petit trou d'aération près de mon visage. Puis j'ai tiré le sac de couchage par-dessus ma tête et j'ai attendu. Le trou de neige était sombre et exigu, et je pouvais entendre ma respiration résonner dans l'espace confiné. Mais j'étais à l'abri du vent. La neige était isolante. Ma température corporelle a commencé à se stabiliser. Je suis resté allongé là, dans le noir, à écouter la tempête faire rage au-dessus de moi, et j'ai essayé de ne pas penser à ce qui avait déchiré ma tente. J'ai essayé de ne pas penser à ses yeux se reflétant dans ma lampe frontale. J'ai essayé de ne pas penser au fait que j'étais enterré dans la neige, dans un voile blanc, avec des températures négatives, sans communication et avec quelque chose qui me chassait et qui ne devrait pas exister. Je me suis concentré sur ma respiration. Inspirer sur 4 temps. Retenir sur 4. Expirer sur 4. Retenir sur 4. Répéter.
C'est une technique qu'on enseigne pour gérer la panique. Je ne sais pas combien de temps je l'ai utilisée. Le temps a cessé d'avoir un sens dans le noir. J'ai peut-être dormi. J'ai peut-être juste dissocié. Quand j'ai de nouveau regardé ma montre, il était 21 heures. J'étais dans le trou de neige depuis plus de 3 heures. La tempête faisait toujours rage au-dessus de moi. Je pouvais l'entendre comme un rugissement lointain, étouffé par la neige. Mes orteils étaient engourdis. Mes doigts étaient engourdis. Mais j'étais en vie. Il me restait peut-être 9 heures avant l'aube. Si je pouvais rester conscient et maintenir ma température corporelle, je pouvais survivre. C'était l'objectif. Survivre jusqu'à l'aube, puis sortir, puis naviguer jusqu'au départ du sentier, puis foutre le camp de cette montagne et ne jamais parler de ce qui s'est passé. À 23h45, j'ai de nouveau entendu la vocalisation. Elle était étouffée par la neige mais reconnaissable, le même rugissement tout guttural que j'avais entendu à 5h15 ce matin-là. Ça semblait proche, peut-être à moins de 50 pieds. Je suis resté complètement immobile et j'ai écouté. La vocalisation s'est répétée, puis j'ai entendu des pas dans la neige juste au-dessus de ma position. Lourd, lent, délibéré. Quelque chose marchait sur la congère sous laquelle j'étais enterré. Je pouvais sentir la compression à travers la neige, un tassement et un déplacement qui rendaient ma poche d'air plus étroite. Les pas se sont arrêtés juste au-dessus de ma tête. J'ai retenu ma respiration. Je ne sais pas pourquoi. L'instinct, peut-être. Les pas ont continué. Je les ai entendus tourner dans la zone, allant et venant, cherchant. J'ai réalisé avec une clarté absolue qu'ils me cherchaient. Ils savaient que j'étais à proximité. Ils m'avaient suivi depuis le bivouac détruit jusqu'à cette congère. Ils chassaient. Je suis resté dans mon trou de neige, le cœur battant à tout rompre, la respiration courte et cette odeur s'infiltrant à travers la neige autour de moi, cette puanteur de charognes, ordures, ammoniaque, et je savais que s'il me trouvait, j'étais mort. Il n'y avait aucun moyen de combattre quelque chose de cette taille. Aucun moyen de lui échapper, aucun moyen de raisonner avec lui. Mon seul avantage était la dissimulation. J'étais invisible sous 3 pieds de neige et tant que je restais invisible, j'avais une chance. Les pas ont continué pendant ce qui m'a semblé 1 heure mais qui a probablement duré 22 minutes. Puis ils se sont éloignés vers le nord et se sont fondus dans les bruits de la tempête. J'ai attendu encore 1 heure avant de me permettre de respirer normalement. Ma montre indiquait 1h30. Il me restait 5h30 avant l'aube. J'ai essayé de rester réveillé, mais l'épuisement et le manque d'oxygène dans l'espace confiné me tiraient vers le sommeil. J'ai sombré et refait surface. J'ai rêvé que j'étais de retour au poste de rangée en train de remplir des papiers. J'ai rêvé que j'étais dans mon appartement à North Conway en train de regarder la télé. J'ai rêvé que j'étais debout devant le bivouac déchiré pendant que quelque chose tournait autour de moi dans le noir et que je ne pouvais ni bouger, ni crier, ni courir. Je me suis réveillé avec ma lampe frontale à la main, sans me souvenir de l'avoir allumée. L'indicateur de batterie était rouge. Je l'ai éteinte pour économiser l'énergie. L'air dans le trou de neige était vicié et je commençais à avoir la tête qui tourne. J'ai gratté le trou d'aération avec mes doigts pour l'élargir. De l'air frais et froid est entré et je l'ai aspiré comme de l'eau. Ma montre indiquait 4h15, 90 minutes avant l'aube. Je pouvais y arriver. Je devais y arriver. À 5h30, la tempête a commencé à se calmer. Je pouvais entendre le vent tomber, la fureur se transformer en rafales intermittentes. J'ai attendu encore 30 minutes. Puis j'ai commencé à sortir. La neige au-dessus de moi s'était consolidée et j'ai dû utiliser mon couteau pour percer la croûte. Quand ma main a percé à l'air libre, il faisait encore nuit mais le ciel était clair et je pouvais voir les étoiles. J'ai élargi l'ouverture et je suis sorti du trou en rampant dans un paysage transformé. Tout était enseveli sous 3 pieds d'eau de neige fraîche.
La température avait chuté à ce qui semblait être moins 20 degrés. Le vent était calme. Je me suis levé, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu la forêt dans le gris de l'aube. Et j'ai commencé à rire. Je ne sais pas pourquoi. L'hystérie peut-être. Le soulagement. J'étais en vie. J'avais survécu à la nuit. J'ai vérifié ma montre GPS et confirmé mes coordonnées. J'étais à environ 2 miles de Pinkham Notch. Je pouvais faire ça en 90 minutes, même dans la neige profonde. J'ai commencé à me diriger vers l'est. Ma jambe gauche était raide et douloureuse à cause de la chute, mais fonctionnelle. J'ai avancé péniblement dans les congères, j'ai gardé mon cap, et je me suis concentré sur le fait de mettre un pied devant l'autre. Le ciel s'est éclairci en un bleu pâle. Le soleil s'est levé sur la crête à 6h47, et je n'ai jamais été aussi reconnaissant de voir la lumière du jour de ma vie. J'ai atteint le centre d'accueil de Pinkham Notch à 8h20. Il y avait 2 autres véhicules sur le parking, probablement du personnel de l'AMC vérifiant les installations après la tempête. J'ai trouvé mon camion et j'ai essayé la portière. Je l'ai. J'ai utilisé mon couteau pour enlever la glace du joint et j'ai réussi à l'ouvrir. L'intérieur était à moins 10 degrés. Je suis monté et j'ai essayé de démarrer. La batterie était morte, complètement vidée par le froid. Je suis resté assis là 1 minute, puis j'ai attrapé mon sac et je me suis dirigé vers le centre d'accueil. La porte n'était pas verrouillée. À l'intérieur, j'ai trouvé un ranger que je ne reconnaissais pas en train de faire une vérification des installations. Il a levé les yeux quand je suis entré et son visage est passé de neutre à alarmé en une demi-seconde. Je devais avoir une sale tête, des gelures sur le nez et les joues, de la neige collée dans mes cheveux et ma barbe. Boitant sur une jambe blessée, je lui ai dit que je devais emprunter sa radio. Il me l'a tendue sans poser de questions. J'ai appelé la régulation, j'ai signalé ma position et j'ai demandé un démarrage de véhicule et une évaluation médicale. La régulation a accusé réception et a dit qu'ils enverraient quelqu'un dans 20 minutes. Le ranger m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit que j'allais bien. Il m'a demandé ce qui était arrivé à mon visage. J'ai dit des gelures dues à la tempête. Il m'a demandé si j'avais bivouaqué pendant la nuit. J'ai dit oui. Il m'a demandé si j'avais été seul. J'ai fait une pause. C'était la question. Avais-je été seul? Quelle était la vraie réponse à cela? J'ai dit oui. J'avais été seul. Il a hoché la tête et m'a offert un café. Je l'ai bu en attendant le véhicule d'intervention. Le superviseur de district est arrivé à 9h avec un technicien médical. Ils ont démarré mon camion et le technicien m'a examiné. Gelures au nez et aux joues, mineures. Possible côte fêlée du côté gauche. Hanche contusionnée. Déshydratation et épuisement léger. Rien de critique. Le superviseur a demandé un rapport verbal. Je lui ai dit que j'avais bivouaqué à Hermit Lake, évalué les refuges, tenté de descendre avant la tempête mais que j'avais été pris dans le voile blanc, que j'avais établi un bivouac d'urgence à environ 3500 pieds, que j'avais attendu la fin de la tempête dans un trou de neige et que j'étais descendu aux premières lueurs. Il m'a demandé si j'avais eu des pannes de matériel. J'ai hésité. Puis j'ai dit que ma tente de bivouac avait été endommagée par le vent et que j'avais dû l'abandonner. Il a pris une note. Il m'a demandé si j'avais activé ma balise de détresse. J'ai dit non, que j'avais gardé le contrôle de la situation tout du long. Il m'a demandé si j'avais pu appeler à l'aide par radio. J'ai dit non, que j'avais eu des problèmes de communication radio compatibles avec le terrain et les interférences météorologiques. Il a hoché la tête. Explication standard. Langage bureaucratique standard. Tout rentrait dans des catégories officielles bien nettes. Il m'a demandé si j'avais besoin d'autre chose. J'ai dit une tente de bivouac de remplacement et quelques jours de congé. Il a dit qu'il traiterait la demande de matériel et a approuvé 3 jours de congé de récupération. Je l'ai remercié et je suis rentré chez moi. Je n'ai regardé les photos sur mon téléphone que ce soir-là.
J'avais pris 6 clichés des traces que j'avais trouvées sur le sentier pendant la montée. En les ouvrant, j'ai découvert que les 6 étaient corrompus. Les fichiers images affichaient des messages d'erreur concernant des données invalides ou ne montraient que de la neige grise. J'ai vérifié mes autres photos du voyage. Les clichés d'évaluation des refuges étaient intacts. Les captures d'écran des coordonnées GPS étaient intactes. Seules les photos des traces étaient détruites. J'ai vérifié les métadonnées. Les fichiers existaient. Ils avaient été créés aux bons horodatage, mais les données d'image étaient irrécupérables. J'ai essayé 3 logiciels de récupération différents. Rien. Je les ai supprimés et je suis resté un moment à fixer mon téléphone. Puis j'ai inséré la carte SD de mon appareil photo de secours que j'avais dans mon sac. Il n'y avait absolument aucune photo dessus car je ne l'avais jamais sortie pour l'utiliser pendant le voyage. La carte était vierge. J'ai vérifié mes notes de terrain. J'avais écrit les coordonnées GPS de l'emplacement des traces, mais l'encre était bavée et illisible à cause de l'humidité. J'avais pris des notes horodatées sur les schémas de coups, mais en les regardant maintenant dans mon appartement, elles ressemblaient à de la folie. 7 coups 01h15, 11 coups 01h42, schéma circulaire, yeux à 7 pieds de haut. Qu'est-ce que j'étais censé faire de ça? Qu'est-ce que j'étais censé signaler? Le Conway Dailison a publié un article 4 jours plus tard sur un ranger du Forest Service survivant à des conditions extrêmes pendant le blizzard de décembre. Ils m'ont interviewé par téléphone. Je leur ai donné la version officielle. Une tempête d'hiver m'a surpris lors d'une patrouille de routine. Bivouac d'urgence. Protocole de survie standard. Tout selon les règles. Ils l'ont publié avec le titre « Un ranger remercie sa formation après une nuit dans la tempête » et ont inclus une citation du superviseur de district sur la bonne préparation hivernale. Les dommages à mon abri ont été attribués à des vents extrêmes dépassant 87 mph. La citation donnait l'impression que c'était héroïque. Comme si j'avais affronté la nature et gagné grâce à mes compétences et ma détermination. Personne n'a mentionné le nylon déchiré. Personne n'a mentionné des projectiles frappant ma tente selon un schéma circulaire. Personne n'a mentionné des pas, des vocalisations ou des yeux se reflétant dans le noir. L'article est paru en page 3 et j'ai reçu une lettre de félicitations du superviseur régional 2 semaines plus tard. J'ai refusé une promotion en janvier. Ils m'ont offert un poste de chef d'équipe de patrouille d'hiver, plus de responsabilités, un meilleur salaire, la continuation du travail que je faisais depuis 4 ans. Je leur ai dit que j'étais intéressé par une transition vers l'entretien des sentiers. Ils ont semblé surpris. J'ai dit que je voulais du changement. Ils ont traité le transfert et en février, je travaillais en journée dans des équipes d'entretien de sentiers de basse altitude, dégageant les chablis, entretenant les passerelles et installant des systèmes de drainage. Un travail qui me maintenait sous la limite des arbres. Un travail qui me gardait entouré d'autres personnes. Un travail qui me ramenait au départ du sentier à 16 heures tous les jours. Les symptômes de SSPT ont commencé en mars. J'étais chez moi dans mon appartement, le chauffage se mettait en route et je me retrouvais dans le trou de neige à écouter des pas au-dessus de moi. Je faisais mes courses et quelqu'un passait avec trop de parfum et je sentais cette puanteur de charogne et je devais quitter le magasin. J'essayais de dormir et le vent faisait vibrer ma fenêtre et j'entendais le schéma des coups dans ma tête. 3 impacts, 10 secondes, 7, 11, répétés. J'ai commencé à avoir des crises de panique au rayon surgelé du supermarché. J'ai commencé à éviter les bois pendant mes jours de congé. J'ai complètement arrêté le camping d'hiver. Un ami m'a invité à une randonnée à ski dans les Presidentials en avril, et j'ai trouvé une excuse. Un autre ami a suggéré une randonnée de plusieurs jours en mai et j'ai dit que j'étais trop occupé par le travail. Je devenais quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Quelqu'un qui avait peur de la forêt.
J'avais passé toute ma vie d'adulte dans des environnements sauvages et maintenant je ne pouvais pas passer devant une limite d'arbres sans que ma poitrine ne se serre. Patricia dirige le groupe de soutien au centre communautaire. C'est techniquement pour les survivants de traumatismes en milieu sauvage, ce qui couvre tout. Des victimes d'avalanches aux personnes ayant eu des accidents avec la faune, en passant par les bénévoles de recherche et de sauvetage confrontés au stress de la récupération de corps. J'ai commencé à y assister en juin. Il y a généralement 7 ou 8 personnes. Un ancien membre de l'équipe des refuges de l'AMC qui a vu quelqu'un faire une chute mortelle. Un chasseur qui a été piégé dans une coulée. Un grimpeur qui a survécu 3 jours perdu dans un voile blanc. Tout le monde a une histoire. Tout le monde a quelque chose qu'il essaie de surmonter. Patricia nous demande de partager ce avec quoi nous sommes à l'aise. La plupart des gens parlent autour de leur traumatisme. Ils parlent des séquelles, de la thérapie, des médicaments, des stratégies qu'ils utilisent pour reconstruire leur vie. Très peu de gens parlent de l'événement lui-même. C'est trop à vif, trop immédiat. Patricia dit que c'est normal. Elle dit que le but n'est pas de revivre le traumatisme, mais de l'intégrer dans un récit cohérent qui ne vous contrôle plus. Je ne leur ai pas dit ce que j'ai vu. Je leur ai dit que j'avais eu un bivouac difficile pendant une tempête d'hiver. Je leur ai dit que j'avais eu des pannes de matériel et que j'avais dû utiliser des techniques de survie d'urgence. Je leur ai dit que l'expérience m'avait laissé avec de l'anxiété face aux conditions hivernales. Tout cela est vrai. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que j'ai passé une nuit à être chassé par quelque chose qui se déplaçait comme un homme, sentait la mort, mesurait 9 pieds de haut et a déchiré du nylon de qualité militaire comme du papier de soie. La vérité, c'est que j'ai survécu en m'enterrant dans la neige et en faisant le mort pendant qu'il me cherchait. La vérité, c'est que je n'ai aucune preuve, aucun indice, aucune explication rationnelle, et que chaque rapport officiel que j'ai déposé dit que c'était des dégâts causés par le vent. La vérité, c'est que je reste éveillé la nuit à me demander s'il est toujours là-haut, à me demander s'il surveille les sentiers, à me demander si quelqu'un d'autre l'a rencontré et a eu trop peur de le signaler parce que qui les croirait. La semaine dernière, Patricia m'a demandé si j'étais prêt à parler de ce qui s'était vraiment passé sur le mont Washington. J'ai dit non. Elle m'a demandé si je comptais un jour retourner en patrouille d'hiver. J'ai dit non. Elle m'a demandé si je croyais que ce que j'avais vécu était réel. Je n'ai pas répondu à ça. Parce qu'au moment où je le dis à voix haute à une autre personne, au moment où je franchis cette ligne entre le questionnement interne et la déclaration externe, j'admets quelque chose qui change tout. J'admets qu'il y a des choses dans la forêt que nous ne comprenons pas. J'admets que les cartes sont incomplètes. J'admets que j'ai fui quelque chose que je ne peux pas expliquer, que je l'ai laissé sans contestation ni confirmation, qu'il est toujours là-bas et que je ne fais rien à ce sujet. Les données sur les personnes disparues dans la forêt nationale de White Mountain sont considérables. Je les examine méthodiquement depuis avril. Le Forest Service conserve les archives de chaque opération de recherche et de sauvetage, de chaque corps retrouvé, de chaque disparition non résolue. Il y a des schémas si vous savez quoi chercher. Des groupes de disparition dans des bassins versants spécifiques. Des rapports de randonneurs se sentant observés, des dysfonctionnements de pièges photographiques dans certaines zones, une dégradation des preuves dans les campements retrouvés. La plupart de ces cas sont attribués aux dangers habituels de la nature. Hypothermie, chute, problèmes cardiaques, attaques d'animaux, s'égarer. Mais il y a un sous-ensemble de cas qui ne correspondent pas au profil typique, des personnes expérimentées en plein air qui disparaissent sans explication logique, du matériel retrouvé endommagé d'une manière qui ne correspond pas au comportement animal connu, des dernières positions connues qui suggèrent un mouvement délibéré loin de la sécurité plutôt qu'une désorientation. J'ai croisé ces cas avec des données météorologiques, les phases de la Lune et les schémas saisonniers. Je ne sais pas ce que je cherche.
Peut-être la confirmation que je ne suis pas fou. Peut-être la preuve que quelqu'un d'autre a vu ce que j'ai vu. Peut-être un schéma qui explique pourquoi il était là cette nuit-là et pourquoi il m'a ciblé. Je n'ai rien trouvé de concluant, mais j'ai trouvé assez d'anomalies pour continuer à chercher. Assez d'incohérences pour suggérer que les récits officiels ne sont pas complets. Assez de points de données pour me faire penser que je n'étais pas la première personne à rencontrer quelque chose dans ces montagnes dont les manuels disent qu'il n'existe pas. Je vais toujours au groupe de soutien tous les jeudis. Je travaille toujours à l'entretien des sentiers. Je vis toujours à North Conway, j'évite l'hiver, je sursaute au bruit du vent et je regarde par-dessus mon épaule quand je suis dans les bois. Même en plein jour, même sur des sentiers bondés, même avec d'autres personnes. Patricia dit que ce sont des réactions normales au stress traumatique. Elle dit qu'elles diminueront avec le temps, le traitement et les stratégies d'adaptation. Elle dit que je dois faire confiance au processus, mais la confiance exige l'honnêteté, et je n'ai été honnête ni avec elle, ni avec le groupe, ni avec personne. Sauf avec moi-même à 3 heures du matin quand je n'arrive pas à dormir et que je fixe le plafond en entendant ses pas au-dessus de moi dans la neige, en sentant cette puanteur et en voyant ses yeux se refléter dans ma lampe frontale mourante. Sachant avec une certitude absolue que quelque chose me chassait et que je n'ai survécu que parce que je me suis caché comme une proie, qu'il est parti et que j'ai eu de la chance. C'est ce que j'aurais dû dire quand le ranger de Pinkham Notch m'a demandé si j'avais été seul. Non, je n'étais pas seul. Quelque chose était avec moi sur cette montagne et je ne sais pas ce que c'était. Et je ne sais pas s'il y est encore. Mais je sais que c'était réel. Je sais qu'il voulait ma mort et je sais que je ne pourrais jamais le prouver. C'est la vérité. C'est ce avec quoi je vis. C'est pourquoi je ne peux plus faire de camping d'hiver. C'est pourquoi j'ai quitté les patrouilles. C'est pourquoi je suis assis dans le sous-sol d'un centre communautaire chaque jeudi soir, avec 7 inconnus, essayant de surmonter quelque chose que je ne peux même pas nommer. La semaine dernière, Patricia m'a demandé si je serais d'accord pour parler à un chercheur de l'UNH qui étudie les rencontres avec la faune dans les White Mountains. J'ai dit que j'y réfléchirais. Elle m'a donné ses coordonnées. Il s'appelle Dr. Robert Hammond. C'est un biologiste de la faune qui documente les comportements animaux inhabituels dans la région depuis 15 ans. Patricia a dit qu'il est discret, sans jugement, et qu'il a entendu des histoires similaires à la mienne. Je ne l'ai pas encore appelé. Le numéro de téléphone est sur le comptoir de ma cuisine depuis 6 jours. Je le prends parfois, je compose les 3 premiers chiffres, puis je raccroche. Parce qu'une fois que je lui aurai parlé, une fois que j'aurai raconté ça à quelqu'un en dehors de l'environnement contrôlé du groupe de soutien, ça deviendra officiel, ça deviendra public. Ça fera partie de mon dossier permanent en tant que le ranger du Forest Service qui prétend avoir été attaqué par Bigfoot en décembre 2023. Le chauffage vient de se mettre en route. Je l'entends vibrer dans la grille. Mes mains tremblent. Je suis de retour dans le trou de neige, à écouter des pas au-dessus de ma tête. Je vois ses yeux dans le noir. Je sens cette puanteur. Je sens la paroi de la tente se déchirer et je vois cette silhouette se découper sur la lumière de la tempête. 19 mois se sont écoulés depuis l'événement et c'est aussi vif qu'hier. Patricia dit que c'est normal. Elle dit que le traumatisme existe en dehors du temps linéaire. Elle dit que le but est de réduire la fréquence et l'intensité de ces épisodes par le traitement et l'intégration. Elle dit que je fais des progrès. Mais des progrès vers quoi? Vers l'acceptation que je n'aurai jamais de preuves. Vers l'acceptation que j'ai survécu à quelque chose d'inexplicable et que le reste de ma vie consiste juste à gérer les séquelles. Vers l'acceptation qu'à chaque fois que je verrai une limite d'arbre, que j'entendrai le vent dans les branches ou que je sentirai une odeur rance dans la forêt, je me souviendrai de cette nuit et je ressentirai la même terreur et qu'il n'y a rien que je puisse y faire. Je suis censé documenter cela à des fins thérapeutiques. C'est ce que Patricia a suggéré. Écris-le.
Sors-le de ta tête et mets-le sur papier. Crée un récit cohérent. Mais quel est le récit ici? Un ranger va en montagne. Le ranger rencontre quelque chose qui ne devrait pas exister. Le ranger survit par chance et grâce à une formation de base en survie hivernale, le ranger rentre chez lui changé. Le ranger ne peut rien prouver. Le ranger lutte avec la vie normale. C'est l'histoire. C'est à cela que tout se réduit. Et le pire, c'est que je sais que je n'aurai jamais de réponse. Je ne saurai jamais ce que c'était. Je ne saurai jamais pourquoi c'était là. Je ne saurai jamais s'il y est encore. Je ne saurai jamais si j'ai été ciblé spécifiquement ou si j'étais juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Je ne saurai jamais si d'autres personnes l'ont vu et se sont tues comme moi. Je ne saurai jamais si le signaler officiellement aurait fait une différence ou si ça aurait juste mis fin à ma carrière sans rien accomplir. Le superviseur de district m'a appelé hier. Il a dit qu'ils avaient alors besoin de personnel de patrouille d'hiver expérimenté pour la saison à venir. Il m'a demandé si je serais prêt à reprendre mon ancien poste. J'ai dit non. Il m'a demandé si j'étais sûr, a dit qu'il ferait en sorte que ça en vaille la peine, que mon remplaçant ne convenait pas. J'ai dit que j'étais sûr. Il a dit qu'il respectait ma décision, mais qu'il était déçu. Je l'ai remercié et j'ai mis fin à l'appel. Puis je suis resté assis dans mon appartement pendant 1 heure à fixer le vide, me demandant si je suis un lâche de refuser d'y retourner ou si je suis rationnel de rester loin de quelque chose qui a failli me tuer. Il n'y a pas de bonne réponse à cela. Il n'y a pas de résolution nette. Il y a juste le choix que j'ai fait et les conséquences avec lesquelles je vis. Je pense que je vais appeler le docteur Hammond demain. Je pense que j'ai besoin de parler à quelqu'un qui pourrait réellement me croire. Quelqu'un qui pourrait avoir un contexte, des données ou des explications auxquelles je n'ai pas accès. Je pense que j'ai besoin de savoir si je suis le seul ou s'il y en a d'autres. Je pense que j'ai besoin de savoir si c'est un schéma ou si je suis une anomalie. Et peut-être que j'ai besoin de savoir que la recherche existe, que quelqu'un prend ça au sérieux, que le récit officiel des vents extrêmes n'est pas la seule histoire racontée, même si c'est la seule qui soit rendue publique. Mais j'ai aussi terriblement peur de ce qu'il pourrait me dire. Et s'il y a des dizaines de rapports comme le mien, et si c'est un schéma connu et que personne ne fait rien parce que c'est trop bizarre, trop peu étayé ou trop politiquement difficile. Et s'il y a des gens qui ont vu pire que moi et ont survécu à pire que moi, et qu'ils sont là en ce moment même, à gérer le même SSPT, le même isolement et la même incapacité totale à être pris au sérieux par qui que ce soit. Ou et si je suis le seul, et si mon expérience est unique et inexpliquée, qu'il n'y a pas de schéma ni de contexte, et que je suis juste laissé avec cette chose qui m'est arrivée que je ne comprendrai jamais, et que personne d'autre ne validera jamais? Je n'ai plus de bonne réponse. J'avais l'habitude d'être confiant dans ma capacité à évaluer les situations en milieu sauvage, à prendre des décisions judicieuses et à gérer les risques de manière appropriée. Maintenant, je remettrai tout en question. Ai-je vraiment vu ce que je pense avoir vu? La tempête, l'épuisement et la peur ont-ils créé de faux souvenirs? Ai-je halluciné les yeux dans le faisceau de ma lampe frontale? Ai-je mal interprété des sons naturels comme étant quelque chose d'intentionnel? Suis-je en train de plaquer une explication rationnelle sur des événements aléatoires parce que mon cerveau a besoin de schémas et de récits, même quand il n'y en a pas? J'ai lu sur l'apophénie et la pareidolie et comment les humains sont programmés pour voir de l'intentionnalité même dans des phénomènes aléatoires. J'ai lu sur le stress de survie et comment il affecte la perception et la mémoire. J'ai lu assez pour semer le doute, mais le doute va dans les deux sens. Le bivouac déchiré était réel, le schéma des dommages était réel, le fait que j'ai survécu en m'enterrant dans la neige était réel, les gelures sur mon visage étaient réelles, la côte fêlée était réelle. Quelque chose s'est passé sur cette montagne. Quelque chose d'assez extrême pour nécessiter des protocoles de survie d'urgence. La question est de savoir si mon interprétation des événements correspond à la réalité objective.
ou si j'ai construit un récit autour d'une explication plus simple que je suis trop traumatisé pour accepter. Patricia dirait que c'est le traumatisme qui parle. Elle dirait que je me manipule moi-même parce qu'accepter la vérité de mon expérience est trop déstabilisant. Elle dirait que la première étape de la guérison est de croire à ses propres souvenirs et de faire confiance à sa propre perception. Mais elle n'était pas là. Elle n'a pas vu ce que j'ai vu, ni entendu ce que j'ai entendu, ni senti ce que j'ai senti. Elle travaille à partir de mon témoignage, et mon témoignage est tout ce que j'ai, et un témoignage sans corroboration n'est qu'une histoire, et les histoires peuvent être fausses. Je vais appeler Hammond demain. Je vais tout lui raconter. Je vais décrire les traces, les coups, les pas, la vocalisation, les yeux, la tente déchirée, le schéma circulaire, l'odeur, la façon dont ça bougeait, le son que ça faisait et chaque détail dont je peux me souvenir. Je vais lui demander s'il a entendu des récits similaires. Je vais lui demander ce qu'il en pense, et puis j'accepterai la réponse qu'il me donnera, quelle qu'elle soit, et j'essaierai de construire une vie par-dessus parce que je ne peux pas continuer à vivre dans cet entre-deux où je ne sais pas ce qui est réel et ce qui est fabriqué, et si je suis un survivant ou une victime de ma propre peur. Le groupe de soutien se réunit à nouveau jeudi. Je pourrais leur dire, je pourrais vraiment le dire à voix haute. J'ai été chassé par quelque chose qui marchait debout, mesurait 9 pieds de haut et je me suis caché dans un trou de neige jusqu'à ce qu'il parte. Et je n'ai aucune preuve ni aucun indice. Et tout le monde pense que c'était les dégâts du vent. Mais je sais ce que j'ai vécu. Et j'ai besoin que vous me croyiez, même si je ne peux pas le prouver. C'est peut-être ce dont j'ai besoin. Pas de réponse, pas d'explication, pas de validation d'experts, de chercheurs ou de rapports officiels. Juste quelqu'un dans cette pièce qui me regarde et me dit « Je te crois. Je crois que quelque chose s'est passé. Je crois que tu n'inventes rien. Peut-être que c'est suffisant. Peut-être que c'est tout ce que j'obtiendrai. Peut-être que ça doit suffire parce que l'alternative est de porter ça seul pour le reste de ma vie et je ne pense pas pouvoir le faire. » C'est le 13 décembre aujourd'hui. Il y a un an, je conduisais vers Pinkham Notch avec un équipement complet et une mission de routine, sans la moindre idée que ma vie était sur le point de changer fondamentalement. Il y a un an, j'étais confiant, capable et sans peur des conditions hivernales. Il y a un an, je pensais comprendre la nature, ma place en son sein et les risques que je gérais. Cette version de moi n'existe plus. Cette version est morte dans un trou de neige sur le mont Washington pendant que quelque chose tournait au-dessus de ma tête dans un blizzard et me chassait comme une proie. Ce qui a survécu, c'est cette personne assise dans un appartement à North Conway, sursautant au bruit du chauffage, évitant les limites d'arbres, allant à des groupes de thérapie, faisant des recherches sur les personnes disparues et essayant de décider s'il faut appeler un biologiste de la faune qui pourrait me prendre pour un fou. Je garde l'article du Conway Daily Sun dans le tiroir de mon bureau. Un ranger remercie sa formation après une nuit dans la tempête. Je le lis parfois quand j'ai une mauvaise journée. C'est une belle histoire, héroïque même. Un témoignage de la bonne préparation et de la compétence professionnelle, tout selon la procédure, tout explicable, tout rentrant dans des catégories bien nettes qui ne menacent la vision du monde de personne et n'exigent pas de questions inconfortables sur ce qu'il y a vraiment là-bas, dans la forêt. Parfois, j'aimerais pouvoir croire à cette version. Parfois, j'aimerais que le récit officiel soit la vérité et que j'ai vraiment juste bravé une tempête, subi quelques dommages matériels. Que je sois descendu en toute sécurité et que ce soit la fin de l'histoire. Mais quand je ferme les yeux, je vois ses yeux se refléter dans le noir. J'entends ses pas dans la neige. Je sens cette puanteur et je sens la paroi de cette tente se déchirer. Et je sais avec une certitude absolue que l'histoire publiée est un mensonge et que j'ai participé à ce mensonge parce que dire la vérité n'aurait abouti à rien d'autre qu'à détruire ma crédibilité. C'est ce avec quoi je vis. C'est ce qui me tient éveillé à 3 heures du matin.
pas la peur de ce que j'ai rencontré, pas même le traumatisme de l'expérience elle-même, mais la conscience d'avoir choisi le silence. J'ai choisi la voie de la facilité. J'ai choisi de laisser le récit officiel intact parce que le contester aurait fait de moi la risée de tous, aurait mis fin à ma carrière et n'aurait rien changé à la réalité qu'il y a quelque chose là-bas, qu'il y est toujours, que peut-être il chasse encore, et que peut-être quelqu'un d'autre va le rencontrer, et peut-être qu'ils n'auront pas autant de chance que moi, et leur famille recevra un rapport parlant d'hypothermie, de chute ou de s'être perdu, et la vérité restera enfouie comme je me suis enfoui dans ce trou de neige en espérant survivre jusqu'à l'aube. Je vais appeler Hammond demain. Je dois le faire, pas pour moi, pour celui qui viendra après moi, pour quiconque est là-bas maintenant, randonnant dans les White Mountains, dans des conditions hivernales, en pensant comprendre les risques, pour quiconque est sur le point d'apprendre ce que j'ai appris, que la nature sauvage est plus profonde, plus étrange et plus dangereuse que ne le reconnaît aucune carte officielle, qu'il y a des choses dans la forêt pour lesquelles nous n'avons pas de nom, que parfois le vent n'est pas le vent, les ombres ne sont pas des ombres, et cette odeur dans l'air n'est pas la décomposition de la faune naturelle. Parfois c'est autre chose, quelque chose qui observe depuis la lisière des arbres, quelque chose qui frappe sur le bois selon des schémas délibérés, quelque chose qui peut déchirer votre abri, tourner autour de votre position, vous chasser dans un blizzard et disparaître avant l'aube sans laisser de preuves. J'ai survécu. C'est ce qui compte selon Patricia, le superviseur de district, l'article de journal et tous ceux qui connaissent la version aseptisée de cette histoire. J'ai survécu, je suis fonctionnel, j'ai un emploi, je gère mes symptômes. Je surmonte le traumatisme et finalement, j'intégrerai cette expérience dans le récit de ma vie. J'irai de l'avant et peut-être même que je retournerai aux activités hivernales quand je serai prêt. C'est la trajectoire que tout le monde attend, c'est l'arc de la guérison. Mais personne ne demande à quoi j'ai survécu, ni pourquoi j'ai dû y survivre, ni ce que cela m'a coûté de survivre, ni si la survie n'était que de la chance et que si j'avais été à 10 pieds dans une autre direction, si le trou de neige s'était effondré ou s'il m'avait trouvé, je serais une statistique au lieu d'un survivant de traumatisme. Et le Conway Daily Sun aurait publié une autre histoire sur un ranger mort dans une tempête d'hiver, et tout le monde l'aurait pleuré comme il se doit, serait passé à autre chose, et personne n'aurait jamais su la vérité. La vérité, c'est que je suis en vie parce que je me suis caché. La vérité, c'est que quelque chose m'a chassé, que j'ai fui, que je me suis dissimulé et que j'ai attendu qu'il parte et il est parti, et je ne sais pas pourquoi. La vérité, c'est que je l'entends encore parfois dans mon appartement quand j'essaie de dormir. Cette vocalisation, ce rugissement tout guttural qui venait de quelque chose avec une cage thoracique de la taille d'un fût de bière. C'est ce son que j'entends quand le chauffage se met en route. C'est ce son que j'entendrai pour le reste de ma vie. Ce son est la preuve que je n'invente rien, que ma mémoire n'est pas fausse, que quelque chose de réel, de physique et de terrifiant se tenait à 50 yards de mon trou de neige, à 23h45 le 13 décembre 2023. Que j'y ai survécu et que je dois trouver un moyen de vivre avec le fait d'y avoir survécu, parce que l'alternative est de le laisser me détruire de l'intérieur, et je refuse de lui accorder cette victoire. Je suis toujours là. C'est ce que je me dis quand les crises de panique commencent. Je suis toujours là, il est parti. Je m'en suis sorti. Je suis en sécurité maintenant, et rien ne peut m'atteindre dans cet appartement, dans cette ville, avec ces gens autour de moi. Mais la sécurité est relative, la sécurité est temporaire. La sécurité, c'est ce que je pensais être quand je montais ce bivouac près de Harvard Cabin, avec ma liste de matériel complète, mes protocoles suivis et ma formation à jour. La sécurité, c'est ce que je pensais être jusqu'à ce que quelque chose qui ne devrait pas exister prouve le contraire. La sécurité est une illusion que nous nous racontons pour pouvoir fonctionner. La vérité,
c'est que nous ne sommes jamais en sécurité. La vérité, c'est que la forêt se fiche de notre formation, de nos protocoles ou de notre confiance. La vérité, c'est qu'il y a des choses là-bas qui sont plus fortes, plus rapides et mieux adaptées à cet environnement que nous ne le serons jamais. Et notre seul avantage est la technologie, la lumière du jour et la chance. Et parfois, ça ne suffit pas. Demain, j'appelle le docteur Hammond. Demain, je vais tout lui dire et lui demander ce qu'il sait, en espérant qu'il ait des réponses, ou au moins un contexte, ou au minimum la validation que je ne suis pas fou. Demain, je vais faire le premier pas, soit pour confirmer ce que j'ai vécu, soit pour découvrir que je vis dans un faux récit construit par le traumatisme depuis 1 an. Dans un cas comme dans l'autre, j'ai besoin de savoir. Dans un cas comme dans l'autre, j'ai besoin d'avancer, parce que je ne peux plus rester dans cet entre-deux. Je ne peux pas continuer à sursauter au bruit du chauffage, à éviter les bois, à faire des recherches sur les personnes disparues, à douter de ma propre mémoire et à vivre dans cet état à moitié reconnu où je sais ce qui s'est passé, mais j'ai trop peur de le dire à voix haute, sauf à 7 inconnus dans le sous-sol d'un centre communautaire qui sont trop polis ou trop abîmés eux-mêmes pour me contredire. Ça fait 19 mois. Les cicatrices de gelure sont guéries. La côte est guérie. Les bleus ont disparu. Mais les autres dommages, les dommages invisibles, ceux-là sont encore frais. Ils sont encore actifs. Ils contrôlent encore ma vie d'une manière que je n'avais pas anticipée et que je ne peux pas entièrement gérer. Et peut-être que c'est permanent. Peut-être que c'est ce que je suis maintenant. Le ranger qui a survécu à quelque chose qu'il ne peut pas prouver, qu'il ne reconnaîtra pas entièrement et qui vit dans une peur perpétuelle et sourde de retourner dans l'environnement qui a défini son identité pendant 6 ans. Peut-être qu'on ne se remet pas de ça. Peut-être qu'il n'y a que l'accommodation, l'adaptation et l'apprentissage de la vie malgré tout. Peut-être que ça doit suffire, mais ça ne me semble pas suffisant. Ça ressemble à une défaite. Ça ressemble à laisser la terreur gagner. Ça ressemble à abandonner quelque chose d'essentiel à ce que j'étais et à accepter une version diminuée de moi-même parce que confronter la vérité est trop coûteux. Et je déteste ça. Je déteste que quelque chose que j'ai rencontré pendant peut-être 6 heures au total, au cours d'une seule tempête d'hiver, ait autant de pouvoir sur ma vie. Je déteste avoir peur du vent, des ombres, des odeurs et des sons qui étaient autrefois un bruit de fond normal. Je déteste ne plus pouvoir profiter de la forêt, ne plus trouver la paix dans la nature, ne plus pouvoir accéder à ce qui m'a amené à ce travail en premier lieu. Je déteste être brisé d'une manière que je ne comprends pas entièrement, que je ne peux pas expliquer adéquatement et que je ne pourrai peut-être jamais réparer. Alors demain, j'appelle Hammond et je dis, je vais au groupe de soutien. Et finalement, peut-être le mois prochain ou l'année prochaine, je retournerai au camping d'hiver. Pas sur le mont Washington, pas près de la Presidential Range, mais quelque part de plus bas, de plus sûr et de plus fréquenté. Quelque part où je pourrais tester si je suis capable de reconquérir ne serait-ce qu'une petite partie de ce que j'ai perdu. Quelque part où je pourrais me prouver que je ne suis pas définitivement vaincu par une terrible nuit dans un blizzard. Parce que si je ne peux pas faire ça, si je ne peux même pas reprendre ça, alors il a gagné. Alors la chose qui a tourné autour de mon trou de neige, qui a déchiré mon bivouac et m'a chassé dans le noir, définira le reste de ma vie. Et je refuse de lui accorder ça. Je refuse de laisser la terreur gagner. Je refuse de rester brisé. C'est ce que j'aurais dû dire au groupe de soutien quand Patricia a demandé si j'étais prêt à parler. J'aurais dû dire que je ne suis pas prêt, mais que je vais le faire quand même parce que la préparation est un luxe que je ne peux plus me permettre. J'aurais dû dire que la vérité me fait plus peur que le mensonge, mais que je choisis la vérité quand même parce que l'alternative est de vivre dans le déni jusqu'à ne plus me reconnaître. J'aurais dû dire que j'ai besoin d'aide, que j'ai besoin de validation et que j'ai besoin que quelqu'un me croie même sans preuve, parce que la croyance est tout ce qu'il me reste.
Au lieu de ça, j'ai dit non. J'ai dit que je n'étais pas prêt. Et Patricia a hoché la tête et passé à quelqu'un d'autre. Le moment est passé et je suis resté silencieux, en sécurité et petit. Mais demain, c'est différent. Demain, je passe cet appel. Demain, je fais le premier pas. Demain, je choisis d'affronter ce qui s'est passé au lieu de le gérer à distance. Demain, je vais le dire à voix haute à quelqu'un qui pourrait réellement avoir un contexte. Et je verrai ce qui se passera ensuite. Le chauffage vient de se remettre en route. Je l'entends vibrer. Je sens mon rythme cardiaque s'accélérer. Je peux sentir cette puanteur dans ma mémoire même s'il n'y a rien ici que de la poussière, des éléments chauffants et l'odeur résiduelle de mon appartement. Je respire à travers, inspirer sur 4 temps. Retenir sur 4, expirer sur 4. Retenir sur 4. Répéter. C'est juste le chauffage, c'est juste un son mécanique. Ce ne sont pas des pas dans la neige. Ce n'est pas quelque chose qui tourne au-dessus de ma tête. Ce n'est pas une menace. Je suis en sécurité. Je suis dans mon appartement. Je suis à North Conway. Je suis entouré de gens, de rues, de bâtiments et de la lumière du jour dehors. Même s'il fait nuit en ce moment, je suis en sécurité. Mais je sais que je mens. Je sais que la sécurité est temporaire. Je sais ce qu'il y a là-bas dans la forêt et je sais qu'il se fiche de mon appartement, de mes protocoles ou de ma conviction que la civilisation offre une protection. Je sais qu'il est toujours là. Je sais qu'il chasse toujours. Je sais que quelqu'un d'autre le rencontrera un jour et quand ce sera le cas, j'espère qu'il sera plus intelligent que moi. J'espère qu'il obtiendra des preuves. J'espère qu'il s'en sortira. J'espère qu'il le signalera et forcera la conversation que j'ai eu trop peur d'entamer. J'espère qu'il sera plus courageux que moi. C'est à ça que tout se résume. Pas à la survie, pas au traumatisme, pas même à la vérité. Ça se résume au courage. Le courage de dire ce qui s'est passé. Le courage d'accepter les conséquences. Le courage d'être traité d'affabulateur, moqué, ignoré, et de maintenir sa version des faits malgré tout. C'est ce qui me manque. C'est ce que 19 mois de thérapie, de groupes de soutien et de recherche nocturne ne m'ont pas donné. Le simple courage de le dire à voix haute, de le penser et d'accepter ce qui suivra. Peut-être demain, peut-être quand j'appellerai Hammond, peut-être que ce sera le moment où je le trouverai. Ou peut-être que je continuerai à me cacher dans des mensonges confortables et des récits officiels, que tout le monde continuera à croire que c'était les dégâts du vent, que je continuerai à aller au groupe de soutien, à travailler à l'entretien des sentiers, à éviter l'hiver et à ne jamais guérir tout à fait, parce que la guérison exige l'honnêteté et que j'ai encore trop peur d'être honnête. Je ne connais pas la réponse. Je ne sais pas ce que je vais faire. Tout ce que je sais, c'est que je suis assis ici à 22h30 le 13 décembre 2024, exactement 1 an et 2 jours après que quelque chose m'a chassé dans un blizzard sur le mont Washington et que je tremble encore quand le chauffage se met en route. C'est la vérité. C'est mon témoignage. C'est ce avec quoi je vis. Et demain, je dois décider si je vais continuer à vivre avec ça seul ou si je vais tendre la main pour voir si quelqu'un d'autre sait de quoi je parle, et peut-être, possiblement, m'aider à comprendre ce qui s'est passé dans ces montagnes, qui n'aurait pas dû se passer, mais qui s'est passé. Le numéro de téléphone est sur le comptoir de ma cuisine. Dr. Robert Hammond, département de biologie de la faune de l'UNH. Patricia a dit qu'il est discret. Elle a dit qu'il a entendu des histoires comme la mienne. Elle a dit qu'il pourrait avoir des réponses. Je prends le bout de papier et je regarde le numéro. 10 chiffres. C'est tout ce qui se dresse entre moi et ce qui vient ensuite. 10 chiffres et le courage de les composer, d'attendre qu'ils répondent et de dire ce que j'ai à dire. Je repose le papier. Je le ferai demain. Je me promets de le faire demain. Mais ça fait 6 jours que je me fais cette promesse et demain n'arrive jamais. Peut-être que c'est ça le vrai dommage. Pas le SSPT, ni la peur, ni l'hypervigilance.
mais la paralysie, l'incapacité d'agir, la sécurité du silence face au risque de la parole. Peut-être que c'est ce qu'il m'a pris cette nuit-là. Pas ma confiance dans le camping d'hiver ou mon confort dans la forêt, mais ma capacité à choisir la vérité quand la vérité est dangereuse. Ma capacité à être courageux quand être courageux pourrait me coûter tout. Ma capacité à faire ce qui est juste quand ce qui est juste est terrifiant, incertain et pourrait ne rien accomplir. Je ne sais pas. Je n'ai plus de réponse. J'ai juste des questions, des souvenirs, des cicatrices, un numéro de téléphone sur le comptoir de ma cuisine, un groupe de soutien le jeudi, un travail que je n'aime pas, un appartement que je quitte rarement et une vie qui est plus petite qu'avant. Et peut-être que c'est suffisant, peut-être que c'est tout ce que j'aurai, peut-être que survivre signifie accepter une existence diminuée parce que l'alternative est de confronter quelque chose que je ne suis pas équipé pour affronter. Peut-être que c'est acceptable, mais ça ne me semble pas acceptable. Ça ressemble à mourir lentement au lieu de mourir d'un seul coup. Ça ressemble à laisser la terreur gagner petit à petit. Ça ressemble à tout ce que j'avais juré de ne jamais devenir quand j'ai rejoint le Forest Service, choisi de travailler dans la nature et me suis engagé à protéger et à servir dans des environnements qui exigent courage et compétence. Je ne suis plus ni l'un ni l'autre. Je suis juste quelqu'un qui a survécu à quelque chose d'inexplicable et qui n'arrive pas à comprendre comment vivre avec. Le chauffage est éteint maintenant. L'appartement est calme. J'entends la circulation dehors, la télé de quelqu'un à travers le mur, ma propre respiration et rien d'autre. Pas de pas, pas de vocalisation, pas d'odeur. Juste un son ambiant normal, juste la vie, juste la réalité banale de l'existence après un traumatisme. C'est à ça que la guérison est censée ressembler, selon Patricia. Des moments de calme, des moments où le passé ne s'immisce pas, des moments où je peux juste être, sans peur. Mais même dans ces moments, je suis conscient que le calme est temporaire, qu'un autre son, une autre odeur ou un autre souvenir déclenchera la cascade et que je serai de retour dans le trou de neige, et que le cycle se répétera. C'est le schéma maintenant, le calme interrompu par la terreur, interrompu par le calme, pour toujours, ou du moins jusqu'à ce que je trouve un moyen de le briser. Demain, j'appelle Hammond. Je suis sérieux cette fois. Demain, je vais composer ce numéro, attendre qu'il réponde, tout lui raconter et voir ce qu'il dit. Et quoi qu'il dise, que ce soit de la validation, du scepticisme, des données ou un rejet, je l'accepterai, je construirai là-dessus et je continuerai d'avancer parce que l'avant est la seule direction qu'il me reste. L'arrière mène à cette nuit. Rester immobile mène à la paralysie. L'avant est incertain, mais au moins c'est du mouvement. Au moins, c'est un choix. Au moins, c'est moi qui décide de la suite au lieu de laisser la peur décider pour moi. C'est assez pour ce soir. C'est tout ce que j'ai. Demain, je ferai mieux. Demain, je serai plus courageux. Demain, je ferai le premier pas vers ce qui vient après ça. Mais ce soir, je vais juste rester assise ici, dans mon appartement calme, écouter les sons ambiants, respirer à travers l'anxiété et survivre un jour de plus. Parce que survivre, c'est ce que je fais maintenant. C'est ce que je suis. Le ranger qui a survécu à